Tout le monde. On est très content de vous accueillir à notre deuxième atelier dans notre série Impact Climat. On va donner un autre moment pour que plus de personnes puissent se connecter à nous. Et merci beaucoup de passer votre heure de midi avec moi et mes collègues, François et Maya. On est très contents que vous soyez là avec nous. Donc, pour commencer, je m'appelle Judy Vargatot et je suis la gestionnaire des projets Impact, entre autres celui-ci, Impact Climat. J'aimerais commencer avec une reconnaissance de territoire. Alors, ouais, sans aucun délai. SICAN reconnaît que nos bureaux, situés à Ottawa, se trouvent sur le territoire non cédé et non rendu de la nation Anishinaabe-Algonquine, dont la présence ici remonte des temps immémoriaux. SICAN reconnaît les Algonquins comme les gardiens et les défenseurs coutumiers du bassin versant de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous honorons leur longue histoire et d'accueil de nombreuses nations sur ce magnifique territoire et soutenons et élevons la voix et les valeurs de notre nation hôte. De plus, SICAN respecte et affirme les droits inhérents et issus des traités de tous les peuples autochtones de ce territoire. SICAN a honoré et continuera d'honorer les engagements envers l'autodétermination et la souveraineté que nous avons pris envers les nations et les peuples autochtones. SICAN reconnaît aussi l'oppression historique des terres, des cultures et des peuples d'origine dans ce que nous connaissons maintenant comme le Canada et croit fermement que l'éducation contribue au cheminement de guérison et de décolonisation que nous partageons tous ensemble. Merci beaucoup. Et donc, comme je vous ai dit, prochaine diapo, je suis Judy et prochaine diapo, et je suis très contente d'avoir avec moi deux collègues, François Deloide et Maya de Cardenas, qui vont se présenter un peu plus en détail quand ça serait à leur tour de vous présenter leur cheminement vers la carboneutralité. Pour commencer, j'aimerais passer à travers un peu l'ordre du jour de notre atelier d'aujourd'hui. Donc, nous allons lancer directement un petit sondage. Nous vous invitons de répondre à ces questions-là pour nous aider. Justement, notre bailleur de fonds, Environnement et Changement climatique Canada, nous attendent de nous, si vous voulez, qu'on leur prouve quel impact nous avons eu sur nos participants. Donc, on vous invite à répondre à ces questions-là. Si vous êtes incertain, pas grave, c'est beaucoup mieux de le mettre et non pas peut-être de deviner si vous n'êtes pas certain de la réponse. Et puis, ceci, c'est bien sûr anonyme, mais ça nous donne quelque chose à rapporter aux bailleurs de fonds dans le cadre du projet Impact Climat. Donc aujourd'hui, dans notre deuxième atelier, on va vous parler de qu'est-ce que c'est un plan d'action climatique ou plan d'action climat et certaines versions de ceci que deux de nos établissements membres vont vous présenter. On vous invite aussi à poser beaucoup de questions. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat box si vous voulez, ou bien tous les deux, François et Maya, sont bien à l'aise si vous avez des questions à les poser aussi pendant leur présentation, donc pour que ça soit un peu informel si vous voulez. Donc, on vous laisse procéder. Si vous avez des questions que vous voulez poser à haute voix, levez votre main et je viendrai vers vous. Et puis, sinon, mettez aussi vos questions dans la boîte à clavardage. Comme ça, eux, ils sont très contents de répondre aux questions aussi. Et puis, on m'a aussi confirmé qu'ils sont prêts à répondre à vos questions aussi à part de cet atelier-là. Donc, s'il y a des questions plus précises ou plus détaillées, on va soit vous partager leur courriel ou bien je vous mettrai en contact avec eux. Donc, est-ce qu'on a fini avec le sondage? Je pense que oui. Et donc, on va passer à la prochaine diapo.
Merci. Donc, comme tous nos efforts à SICAN, on s'inspire des objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, en 2015, l'ONU a pu lancer l'agenda 2030 qui comprend les 17 ODD. Tous les pays, inclus le Canada, ont signé cet accord mondial, si vous voulez, pour confirmer la direction dans laquelle nous voulons aller d'ici 2030. Et donc, ce projet-là s'inspire de l'ODD numéro 13, prochaine diapo, parce que c'est ça, nous, à SICAN, on a choisi quelques ODD sur lesquels on veut vraiment mettre l'accent. Donc, c'est sûr que l'ODD numéro 4 sur l'éducation, l'accès à l'éducation, ça nous tient à cœur, comme vous tous, je suis certaine, mais en particulier, nous avons aussi choisi 4 ODD sur lesquels on va vraiment travailler parce que des fois, quand on essaye de faire tout, on ne fait rien vraiment bien. Donc, on a choisi les ODD numéro 5, 8, 10 et 13. Et donc, pour vraiment progresser avec l'ODD 13, nous avons ce projet Impact Climat, qui est un projet financé par Environnement et Changement climatique Canada sur 5 ans, qui nous permet de travailler avec tous nos établissements membres pour aller de l'avant sur la question de la carboneutralité. Et donc, pour cela, on veut aussi vous offrir des ressources et du soutien. Et cet atelier-là, notre deuxième dans la série, et on aura plein à chaque mois d'ici au moins la fin de l'année 2022 et même au-delà de ça. Aujourd'hui, on vient vous parler de plans d'action sur le climat où vous verrez des plans d'action sur le développement durable. Donc, l'important, ce n'est pas comment vous appelez le plan, c'est d'avoir un plan et d'avoir le soutien de votre établissement, de vos étudiants pour aller de l'avant avec un plan d'action. Prochaine diapo, s'il te plaît. Et donc, en tant que pays, nous avons bien sûr accepté le défi d'aller vers la carboneutralité d'ici 2050, comme on espère le font tous les pays du monde. Et notre secteur, le secteur collégial, doit aussi, bien sûr, être impliqué dans ce cible-là, parce que ce n'est pas le gouvernement tout seul, là, ni au niveau fédéral, ni au provincial, territorial, qui va pouvoir le faire. Tous les acteurs doivent aussi travailler là-dessus. Et c'est sûr que dans notre secteur, il y a beaucoup d'acteurs qui sont prêts à le faire vraiment de façon très importante, entre autres le Collège Arontique et le Cégep Édouard-Montpetit. Et donc, on s'insère dans ce cadre, si vous voulez, pan-canadien, d'objectifs d'arriver vers la carboneutralité. Prochaine diapo. Donc, pour y arriver, on a voulu savoir d'abord où on en est en tant qu'établissement d'études supérieures ou postsecondaires. Donc, il y a une association canadienne, pan-canadienne, qui s'appelle l'Association canadienne du personnel administratif universitaire, donc l'ACPO, qui ont surtout des membres universitaires, mais ils sont ouverts aussi au collège et cégep, qui œuvrent depuis 2 ans sur un projet eux-mêmes, projet climatique, si vous voulez. Ils ont fait un sondage auprès des établissements partout dans le pays pour voir où est-ce qu'ils en sont dans le développement de leur plan stratégique là, pour l'action climatique, l'écologisation, le développement durable. Ils ont trouvé que 25% à peu près avaient déjà un cap et presque la moitié qui est en train d'en développer un. Donc, on est ici pour vous aider. Si vous êtes un de ces établissements-là qui sont en train de développer ou bien ont l'intention de commencer à développer un plan comme ça. Et nous, on a regardé notre secteur collégial et on voit qu'il y a un peu moins de membres qui ont un cap, mais un bon nombre qui sont prêts à aller de l'avant avec cette idée-là. Prochaine diapo. Et donc, qu'est-ce que c'est un plan d'action climat? Bien, c'est un plan pour mettre en œuvre l'objectif de carboneutralité. Et vous verrez 2 versions différentes aujourd'hui. C'est vraiment pour guider
vos investissements, pour guider les priorités que vous avez en tant qu'établissement pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans notre projet Impact Climat, notre focus, c'est vraiment sur la réduction des GES. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent faire partie d'un plan d'action. Nous, on se penche vraiment sur cette question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir vraiment être plus résilient et pour démontrer à notre communauté, à nos étudiants qu'on prend ça au sérieux, si vous voulez. Parce que ça les tient à cœur beaucoup, nous le savons, c'est super important. Donc, prochaine diapo, il faut comprendre que un CAP, ça peut vraiment aider, comme tous les plans. Finalement, tous les plans stratégiques sont là pour nous amener vers un meilleur état dans l'avenir. Et donc, nous savons que agir sur le climat, ça peut et certainement ça contribue à mieux-être et puis un sens de sécurité pour l'avenir. Parce qu'on voit très bien avec tout ce qui se passe dans notre climat, dernièrement, les inondations, les feux, les sécheresses, plein de choses qui causent vraiment beaucoup d'anxiété. Et donc, c'est très important de démontrer qu'on agit là-dessus en tant qu'établissement. Et puis que ça soit visible. Parce que souvent, on le sait peut-être au niveau du personnel qu'on travaille sur quelque chose, mais si ce n'est pas visible aux autres qui ne travaillent pas directement dans ce domaine-là, ils ne sont peut-être pas au courant, vos collègues ou les étudiants et votre communauté. Donc, un CAP, ça peut vraiment démontrer ce que vous faites et puis le fait qu'il y a une espèce de roadmap qui a été créée pour arriver à la destination 2030 ou 2050. Prochaine diapo. Merci. Donc, nous, on veut réduire, comme j'ai dit, notre accent, c'est sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous savons qu'il y en a plusieurs gaz à effet de serre et nous savons que ça se crée, ces émissions-là, dans plusieurs différents champs de nos campus, de nos établissements. Donc, ici, vous voyez un peu où ça se trouve. Donc, il y en a plusieurs et on se penche sur, espérons-nous, tous ces différents champs-là, certes avec un ordre de priorité, donc ce n'est pas une question de commencer tout de suite avec tout ça, là. Il faut commencer quelque part et puis il faut prendre des petits pas vers une approche plus compréhensive de ce que nous avons comme émissions de gaz à effet de serre. Il y en a certains que vous contrôlez directement, c'est sûr, sur votre campus. Comment vous vous chauffez, comment vous éclairez vos bâtiments, l'isolation de vos murs, de vos bâtiments, la gestion des matières résiduelles, oui. D'autres choses, peut-être un peu moins dans vos contrôles, comme le transport, mais c'est sûr qu'on va entendre probablement des exemples là-dessus. Et où sont les défis? Où sont les défis pour réduire les GES par rapport au transport de votre personnel ou de vos étudiants? Et aussi la chaîne d'approvisionnement qui cause beaucoup de problèmes. Je sais que Maya et moi, on parle souvent de cette question-là. Donc, prochaine diapo. Donc, quand on parle des GES, on parle de 3 champs ou 3 scopes d'émissions et comment agir sur ces 3 champs-là. Donc, dans le premier champ, le scope 1, c'est ce que vous contrôlez du mieux parce que ça touche votre campus, vos bâtiments, ce qui vous appartient. La scope 2 aussi, vous avez un certain contrôle. Je pense que de plus on va vers le 3e champ, le moins de contrôle direct on a, mais c'est sûr qu'on peut influencer. Ce n'est pas assez de dire, ben là, on n'a rien à faire. Je sais que ce n'est pas comme ça que vous gérez ça du tout. Je sais que vous êtes en collaboration avec vos communautés et vos régions pour pouvoir réduire des émissions, même là où vous avez moins de contrôle direct. Donc, prochaine diapo. Voilà. Donc, on va passer la parole maintenant à François Delwade pour vous parler un peu du cheminement du Collège Ahuntsic. Et comme il nous l'a dit, si vous avez des questions pendant sa présentation, levez la main, je pourrais voir, ou bien mettez votre question dans le chat et je pourrais aussi le lire, la question, quand on le voit là. Donc, François, je te donne la parole. Bien, merci. Je suis bien content d'être avec vous ce midi. Bon appétit tout le monde.
Moi, je vais commencer là, par une petite introduction par rapport à tout ça. On pourrait mettre la première diapo pour moi, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, on, on, selon moi, c'est important là, tout ce qui concerne la terminologie. Donc, on parle ici de plan d'action climatique. Nous, dans notre cas, on va parler de plan d'action en environnement et développement durable. Ça risque de changer sous peu. Ce n'est pas la fin du monde, selon moi, parce qu'en fait, l'action climatique est intégrée dans le plan d'action de manière générale. Donc, ça va le transcender. Donc, on va cibler mettons, des axes d'intervention, on va le voir tout à l'heure, qui sont directement liés à la lutte au changement climatique. Mais le nom du plan est plus large pour la simple et bonne raison qu'on veut quand même reconnaître et mettre de l'avant d'autres indicateurs environnementaux, donc la biodiversité, le verdissement, l'économie sociale, etc. Donc, on considère qu'il y a autre chose aussi à regarder, mais reste que la lutte au changement climatique est centrale quand on analyse le plan, finalement. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Ici, je vous ai juste mis, en fait, une section du plan stratégique 2019-2024 du Collège Annecy. En fait, je trouvais important, là, juste pour faire l'historique de où on en est maintenant, de dire que, en fait, le développement durable a été intégré au plan stratégique de l'institution. Donc ici, le collège vient exprimer là, une réelle volonté d'intégrer cette considération-là dans les pratiques institutionnelles, là, vraiment dans tout ce qui concerne le collège et ses activités. Donc, on veut recueillir un maximum d'informations et comprendre un petit peu la machine, le fonctionnement de tout ça, puis comment ça s'opère à l'interne. C'est ce qu'on voit dans les objectifs du plan stratégique. Parce qu'évidemment, le but, c'est de mettre en place les outils pour compiler des données, recenser de l'information stratégique, mettre en place des nouvelles techniques pour aller chercher tout ça de manière fluide pour tout ce qui concerne l'environnement, le développement durable, l'action climatique. Okay? Tout ça, en fait, a mené à la réalisation du plan qu'on a en ce moment en fait, qui joue sur les mêmes échéanciers que le plan stratégique. Donc, on a fait un plan d'action 2019-2024. On peut passer à la prochaine diapo. Ce plan d'action-là, il est coordonné par la Direction des affaires étudiantes pour nous au Collège Annecy, mais en fait, il est réalisé avec la communauté là, via le comité d'action concertation en environnement. Donc, les gens de la communauté là, sont consultés pour voir quelles sont les priorités du moment, les axes sur lesquels on veut intervenir, etc., et faire avancer tout ça de manière fluide et dynamique. Là, je vous ai mis, en fait, 2 pages d'un plan qui est très digeste. Puis tantôt, on va voir une version qui est beaucoup moins digeste, donc qui est vraiment un document de travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis les axes d'intervention sont là, donc on voit vraiment le lien avec la lutte au changement climatique, notamment en matière de mobilité durable, de gestion de l'énergie, émissions de gaz à effet de serre, là, qui est clairement nommé, où on a des actions de justement faire un bilan carbone complet pour éventuellement pouvoir avancer avec des cibles de réduction concrètes. Donc, moi, ce que je veux vous dire par rapport à mon plan d'action, en fait, c'est que c'est un bilan qui est très détaillé, qui est sur, dans le fond, une échelle temporelle de 5 ans, mais qui est mise à jour à chaque année. Donc, à la fin de chaque année, il y a un bilan qui est réalisé, puis qui vient influencer, en fait, le cours des choses d'année en année. Donc, c'est évolutif dans le temps, même si, de manière générale, là, il y a comme une ligne directrice sur 5 ans. Cette ligne directrice-là, moi, je vous dirais que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment mettre en place l'ensemble des outils pour compiler les données, puis en fait savoir comment ça se passe à l'interne au niveau de la gestion environnementale, l'intégration de l'environnement dans les différentes sphères d'activité. Par exemple, compiler tout ce qui est généré au niveau des matières résiduelles, faire des premières éditions de bilan carbone, puis déterminer une année de référence. Il y en a plein comme ça, et une fois que ça va être bien établi, on va être en mesure d'établir des cibles de réduction là, qui sont beaucoup plus concrètes. Je veux aussi vous dire que
c'est super important, selon moi, que le plan ne soit jamais terminé, en fait. Pas que les cibles ne soient jamais atteintes, mais selon moi, ce genre de plan d'action-là n'est pas une finalité. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un processus d'amélioration continue. Donc, c'est un petit peu ce que je disais avec l'aspect évolutif d'année en année. Même si j'ai une case ou un objectif qui est réalisé en soi, il y a forcément quelque chose à faire encore et encore. Ça peut sembler un peu décourageant, mais non, ce n'est pas le cas. Là. Ça permet de, en fait, témoigner des avancées substantielles du collège de toutes sortes de façons. On peut passer à la diapo suivante. Ça ici, en fait, c'est le plan d'action qui est version document de travail. Je tenais à vous le montrer de cette manière-là parce qu'en fait, ce que vous aviez avant, c'est un document PDF qui coule, c'est une version en fait pour les communications, pour rendre ça disponible à l'ensemble de la communauté, vraiment là, dans une optique de sensibilisation, d'éducation. Et ça ici, c'est le document de travail. C'est ce qui évolue d'année en année. C'est ce qui permet d'avoir plein de commentaires, de faire des va-et-vient, d'aller cibler de l'information. Puis c'est cet aspect-là, en fait, qui est central, je trouve, dans le processus qui est mis en place au collège. Donc, c'est cet aspect évolutif-là. Puis les sections, là, commentaires, états et mesures à prendre en 2021-2022. Donc, ça, c'est cette année. Donc, c'était le bilan de l'année passée. C'est ça, en fait, pour moi, qui est central là-dedans, beaucoup plus que l'atteinte de l'objectif en soi. Parce que des fois, l'objectif, on voit qu'il est atteint, mais reste qu'il y a des choses qui doivent continuer d'être mises en place et de se faire. Bon, là, je tenais aussi à dire que l'aspect éducatif est central là, en raison de notre rôle. Là. On est des institutions d'enseignement. Donc, l'aspect éducatif, là, il est vraiment omniprésent, il est central. Et c'est pour ça que tout ce qui est fait à l'intérieur de ce plan-là doit ultimement trouver des retombées éducatives. Et quand je parle de retombées éducatives, ce n'est pas juste sur la communauté étudiante, c'est aussi parfois sur la communauté d'employés, la communauté externe et tout ça. Donc, c'est important de faire comprendre la logique derrière les choses, d'éduquer les équipes de travail, par exemple, et de les accompagner dans un processus d'autonomisation, donc de les rendre autonomes pour qu'elles soient en mesure de contribuer elles-mêmes à la réalisation des objectifs du plan. Ça, c'était comme ma phrase clé pour dire que, en fait, c'est l'objet principal du plan, mais qui est en même temps l'obstacle principal auquel nous sommes confrontés. Donc, l'institutionnalisation des objectifs du plan. Ce qu'on veut, ce n'est pas qu'il y ait une équipe en environnement qui réalise son plan d'action. Ce qu'on veut, c'est que le plan d'action soit réellement institutionnalisé, donc qu'il découle réellement dans les équipes de travail concernées et que les gens mobilisés en environnement, là, pas mobilisés, mais qui travaillent à temps plein de manière spécifique à l'environnement, soient des experts conseils et soient là pour les accompagner dans l'atteinte des objectifs qui les concernent. Et ça, en fait, c'est un défi parce que la nature des tâches des gens rend ça parfois très ardu, très compliqué. On n'intègre pas encore l'environnement dans l'analyse des besoins, dans beaucoup de services, ce qui fait que ça rend parfois complexe cette manière d'institutionnaliser les choses. Je reviens tout le temps avec ce mot-là, mais pour moi, c'est la clé du succès de faire cette gestion intégrée-là. Donc, dans la planification d'un projet, que l'environnement, les considérations environnementales soient omniprésentes du début à la fin du projet, jusqu'à son livrable. Et non pas que, en fait, par exemple, on me demande mon avis à un endroit ou à un autre en cours de projet ou qu'on me sollicite d'une manière ou d'une autre, ou qu'on vienne pas saupoudrer, mais qu'on vienne juste ajouter un aspect environnemental en bout de ligne. Ça doit faire partie du cœur de la planification des projets. Là, on jase plan d'action, donc on vise l'idéal, mais c'est sûr que c'est très complexe. Mais moi, c'est vraiment l'obstacle qui me semble le plus difficile à réaliser. Et donc, c'est d'essayer d'intégrer dans les tâches de différents collègues de différents services qui ne pensent pas avoir un lien avec l'environnement, d'intégrer ces considérations à même leur tâche. Donc, c'est de créer une espèce de réflexe environnement. Mon plan d'action, en fait, c'est ce qu'il vise en tant que première étape.
pour lutter contre les changements climatiques. Donc, on va avoir des axes d'orientation qui étaient là tout à l'heure sur les services d'approvisionnement pour justement ajouter des critères d'éco-responsabilité dans l'approvisionnement. Il va y avoir, ben là, en fait, on parle de réaliser des bilans carbone, donc éventuellement, ça va être de cibler des sources de réduction. Il va y avoir des cibles au niveau de la mobilité, de vraiment avoir un portrait là, des ports modales utilisés par la communauté et de mettre en place des incitatifs aux alternatives à l'auto-solo. Donc, tout ce qui est dans le plan va découler de ça, mais vise à responsabiliser les différentes directions, les différents services dans leur prise d'action autonome pour y arriver. Fait que moi, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y a encore une. Est-ce qu'il y a encore une diapo ou c'était ta dernière? C'était la dernière, je l'ai enlevée, l'autre finalement. Ah, OK, parfait. C'est super. OK. Bon, ben merci beaucoup, François. Moi, je sais que j'ai déjà quelques questions, mais on va attendre un peu. Puis, j'encourage les gens de mettre leurs questions ou même vos commentaires dans le chat. Et donc, j'inviterai maintenant Maya de Cardenas à prendre la parole du Cégep Édouard-Montpetit pour rajouter un peu sur ce que François vient de nous dire. Bonjour, Maya. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir ce midi. Je suis bien contente de participer à cette discussion. Alors, mon nom est Maya de Cardenas. Je suis la conseillère en environnement au Cégep Édouard-Montpetit. J'anime bientôt les dossiers environnementaux depuis 15 ans. Donc, je pourrais dire que je suis la première employée qui a été dédiée à travailler sous toute forme un plan d'action qui a changé de nom, qui aurait pu s'appeler le plan d'action climat, mais qui chez nous, à l'heure actuelle, s'appelle le plan d'action de développement durable. Faut comprendre que le plan d'action, en fait, on pourrait passer à la prochaine diapo. Le plan d'action de développement durable du Cégep Édouard-Montpetit découle directement de la politique de développement durable du Cégep, qui est l'outil ultime que j'utilise et qu'utilise le comité vert institutionnel pour guider ces grandes pistes d'action. On peut passer à la prochaine diapo. Vous allez voir, je n'ai pas beaucoup de diapos, là. J'ai l'air un peu dernière minute, mais c'est un dossier que je connais assez bien. Donc, je vous parlais de la politique de développement durable, d'où découle un plan d'action de développement durable. Un plan d'action qui représente l'engagement d'un point de vue de la gouvernance. Donc, un plan d'action qui est annuel, mais un peu comme François Hunsick, qui a une vision sur 3 ans. Donc, on est toujours occupé à l'année en cours. Donc, 2 sessions, la session d'automne et la session d'hiver, mais vraiment, on a des visées à long terme, ce qui fait qu'effectivement, on est en processus ou dans un exercice d'amélioration continue. Vous pourriez à changer même de diapo. Là, je vous ai mis une image de ce que représente notre plan d'action. Un peu comme François vous l'a montré, moi aussi, mon plan d'action de travail, c'est un document Excel qui est très peu alléchant à regarder. Ce que je vous montre dans mes courtes diapos, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de communication, qui est un outil que j'utilise lorsque je vais présenter mon plan d'action de développement durable au conseil d'administration, par exemple, à la direction des études. Je vous dirais que c'est un plan d'action qui devient de plus en plus convoité. On me demande de faire des présentations, donc de me présenter aux diverses instances internes et même là externes par l'entremise de la rencontre de ce midi. Donc, on attend que nous présentions ce plan-là parce que notre communauté veut savoir quels sont nos engagements, en d'autres mots, où on s'en va. Donc, on parlait, Judy le disait tout à l'heure, un CAP, un plan d'action, ça peut prendre toutes sortes de noms, là. Ça pourrait être un plan d'action sur l'écologisation, un plan d'action sur l'éco-responsabilité. François vous le disait tout à l'heure, on peut s'enfarger dans les fleurs du tapis puis essayer de trouver le nom le plus global possible, mais c'est vraiment un plan qui prend les couleurs de votre établissement, les couleurs de votre communauté. Comme je le disais tout à l'heure, un de nos outils
principaux, va guider nos actions, vont être en lien avec nos politiques. Et la politique de développement durable, je pense que c'est bon d'ajouter que c'est une politique qui est transversale. Donc, elle va se mêler, par exemple, de la politique interculturelle au Cégep. Elle pourrait aller toucher d'autres politiques et avoir une incidence et une large portée. Ce que je pourrais vous dire en complétant François, parce que je raisonne à tout ce que François disait tout à l'heure qui ressemble étonnamment à la réalité d'Édouard, c'est que c'est un plan d'action qui d'abord était élaboré de bas en haut. Donc, on a créé un comité vert que nous, on appelle le comité vert, mais qui aurait pu porter encore une fois un autre nom. Et en comité vert, qui est un comité qui représente notre communauté, donc les diverses instances, les divers syndicats. Bien sûr qu'on a un appel à la communauté étudiante, on a des professionnels, on a des cadres. C'est une discussion, une collaboration en équipe qui se fait. Et là, on a émis des idées en souhaitant aller jouer dans la cour des autres directions ou même de toutes les directions du Cégep. Et ces directions-là, au Cégep, nous en avons 9, elles ont toutes elles-mêmes leur propre plan d'action. Donc, quels sont les défis d'avoir un plan d'action de développement durable à Édouard? Bien, c'est qu'on devient comme un autre plan d'action qu'on doit ajouter, puis on veut faire attention de ne pas être une tâche ou un alourdissement à tout ce qui se fait déjà dans le quotidien des autres directions. Et on comprend que le comité vert n'est pas l'expert de toutes les directions, hein. On n'a pas chaussé toutes les chaussures de nos collègues. Donc, on essaie vraiment de travailler. C'est un travail de collaboration qui est pas simple, mais je pense qu'avec le temps, on trouve des façons de faire, on trouve les bonnes personnes à asseoir aussi au comité. Et je pense que nous, à Édouard, là, puis je pourrais le dire avec un gros sourire, je pense qu'on est rendu là. On assoit des gens autour de la table de travail avec des objectifs communs et ces gens-là sont porteurs de dossiers dans leur propre direction et font le pont avec le travail du comité vert à Édouard. Et ça, pour vrai, c'est une première, là, comme je vous disais, bientôt en 15 ans, où je vois vraiment que je travaille avec des directeurs adjoints pour des projets, par exemple, d'écologisation de la pédagogie. Et il s'avère que ce directeur adjoint-là, eh bien, il siège au comité vert. J'ai besoin d'une personne ressource pour de l'approvisionnement responsable. Il s'avère que j'ai une conseillère en approvisionnement qui siège sur le comité vert. Et ça, je vois que ça a une incidence sur la portée de nos dossiers et même sur l'enthousiasme parce que inévitablement, ça définit des rôles et des responsabilités des membres des comités. Ensuite de ça, il faut comprendre qu'un plan d'action aussi large, aussi macro que celui-là, parce qu'on s'entend qu'il n'est pas piqué des verres, hein. Si on parle d'un plan d'action qui a une incidence sur les changements climatiques, là, on est plein de bonnes prétentions. On s'attend donc à changer les mœurs de gestion de notre établissement. Il faut comprendre que moi, je suis conseillère en environnement. Qui suis-je pour aller changer les mœurs de gestion de la direction des finances ou de la direction des ressources matérielles? Disons qu'il faut avoir l'ego à la bonne place, puis être capable de charmer les directions et de les faire adhérer à notre plan d'action. Ce que je vois, ce que je vis à Édouard avec beaucoup d'enthousiasme, c'est que je vous disais qu'il a été longtemps porté, ce plan d'action, de bas en haut. Eh bien, de plus en plus, il s'en vient de haut en bas. Donc, on va proposer des actions au comité vert qui sont déjà en fait le fruit d'une action qui a été intégrée au plan d'action de chacune des directions. Donc, on est en train de se parfaire dans notre façon de faire. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut y arriver ensemble parce que c'est pas simple d'avoir des gros joueurs comme ça. Puis je vous dirais même que à la base, là, puis arrêtez-moi si je fais fausse route, là, je suis un peu dans une improvisation, là, mais c'était pas simple de se trouver une identité même, une couleur en tant que membre du comité, de voir sur quels enjeux on voulait travailler parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. On aurait pu juste prendre les 17 objectifs de développement durable et on aurait été trop peu. Est-ce qu'on voulait travailler ensemble sur chacun des dossiers? Est-ce qu'on voulait former des comités? Il y a toute une historique là, qui a été vécue à Édouard là, pour se rendre où on en est aujourd'hui. On a même fait des concours de logos. Donc, ça a été vraiment toute une histoire. Puis je pense que
avec le temps, on atteint une certaine maturité. Puis je dirais qu'un des avantages de notre plan d'action en développement durable, c'est qu'il est tenu à ce jour par des gens qui sont motivés, qui ont le cœur vert déjà à la base et qui font très bien le lien avec leur propre direction. Donc, chaque projet du plan d'action qui concerne leur département, leur discipline s'il s'agit d'enseignants, leur direction, par exemple celle des ressources humaines. Ensuite de ça, je vous dirais qu'au niveau des investissements de personnel et de temps, je suis la personne qui est chargée de tenir la politique de développement durable, puis je suis la représentante, j'aime le dire, la mascotte de mon plan d'action. Mais je suis qu'une seule personne et Édouard Montpetit a 2 campus. Il y a l'École nationale d'aérotechnique et le campus de Longueuil. Et nous avons le comité vert institutionnel, comme probablement aussi François a un cycle, le comité vert étudiant. Et nous avons maintenant le comité vert professoral. Donc, commence à poindre, à naître de petits comités. Et j'ai 2 établissements et j'ai beaucoup de projets, le bilan carbone, la démarche d'approvisionnement responsable. On parle au niveau de nos transports, un plan de gestion de nos déplacements. Il y a beaucoup d'animations de milieu à faire. Toutes ces activités sont regroupées dans le plan d'action, mais demandent à ce jour plus d'une personne. Donc, on tente et on fait les demandes d'avoir, puis je pense que c'est comme ça aussi pour les autres établissements d'enseignement supérieur. On aurait besoin d'être plus d'une personne à tenir les dossiers et à discuter de nos projets pour être capable de réaliser nos engagements et surtout quand il est question, par exemple, du bilan carbone, on s'entend qu'on veut établir le portrait de nos émissions, mais on veut surtout se donner des objectifs, donc on a des unités de mesure, puis par la suite être capable de se donner des objectifs à atteindre, comme par exemple ce fameux chiffre de 30 qu'on entend souvent de réduction. Bien, si on veut atteindre ne soit que 15 de réduction de nos gaz à émissions, on a besoin d'avoir des gens qui y travaillent. Donc, je vous dirais que ce plan d'action-là, il est important. Il est motivant aussi. Je pense qu'il rassure aussi la communauté quand on a cette impression que l'établissement ne fait rien parce que ça se peut, que certaines personnes ne voient pas passer au niveau des communications ce qui se passe en environnement parce qu'il y a tellement de choses à vivre, particulièrement quand on est un étudiant, on est bombardé d'activités, on est pris dans nos études et on a aussi une vie à l'extérieur du cégep. Je vous dirais que c'est l'importance d'être capable d'avoir les bons joueurs pour justement être capable de faire savoir à notre communauté que notre cégep est dans l'action et qu'il a conscience, comme le disait François, que notre mission première, ce n'est pas de réduire nos gaz à émissions, c'est de faites ça, je finis jamais ma phrase, excusez-moi, mais c'est d'enseigner et de participer à l'effort collectif nécessaire pour faire face au changement climatique. C'est clair que ça passe par un établissement comme le nôtre. Donc, il est utilisé, notre plan d'action, par maintenant de plus en plus de directeurs, de directrices. Je l'utilise moi quand je vais les rencontrer. À Édouard, on appelle le comité de direction quand on assoit nos grands dirigeants. Je vous ai parlé déjà du conseil d'administration. Je vais aller rencontrer la direction des études. Donc, toutes ces instances qui sont des parties prenantes importantes à la réussite et qui, des fois, sans le savoir, ont les mêmes objectifs que moi parce qu'ils sont rattachés directement au plan d'action de développement durable. Donc, je terminerai en disant que c'est un processus qui peut prendre du temps parce qu'il s'agit de s'établir une identité, il s'agit de faire un travail de collaboration qui demande plusieurs joueurs, parfois même des stratégies. C'est pas simple d'approcher des directeurs qui ont peut-être 25 ans d'expérience puis qui ont fait d'une certaine façon depuis leur entrée au cégep ou dans d'autres cégeps parce que ça aussi, on peut se promener d'un cégep à un autre. Donc, de changer ses façons de faire, d'être ouvert aux idées nouvelles, à l'innovation aussi, parce que cette partie-là qui prend de l'importance dans l'idée d'un plan d'action pour le climat, d'un plan d'action de développement durable, c'est d'être ouvert à faire différent, à essayer des choses, puis à aussi être capable d'honorer des engagements, parce que ça prend cette
cet espace-là aussi de dire que nous avons des objectifs et que nous avons conscience du rôle du réseau collégial, je pourrais même dire. Je pense que notre réseau collégial au Québec est quand même assez actif là, au niveau de ces projets environnementaux. Donc, ça ferait pas mal mon tour de table pour C'est ce qui se parfait, passe madame. à Édouard. Merci beaucoup. Et puis, on va prendre un moment pour notre sondage, mais tu pourrais regarder dans le chat. On a 2 excellentes questions pour commencer notre période de questions-réponses. Et moi aussi, j'en ai plusieurs. Donc, avant que moi aussi je pose ces questions et que vous répondiez aux 2 questions qui sont déjà dans le chat, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut demander aux participants, tout le monde, de répondre au sondage, vite fait, là, et puis comme ça, on pourrait passer à ces excellentes questions. Moi, en tout cas, j'en apprends toujours beaucoup. Et puis, ça m'inspire. Et puis, je pense qu'on a vraiment des intervenants, des conseillers ici qui sont vraiment très impliqués, très passionnés, très experts. Et puis, je pense qu'on aura de très bonnes discussion dans un instant quand on aurait fini de répondre aux besoins de notre bailleur de fonds, parce que ça aussi, c'est bien sûr très important de s'assurer qu'ils sont contents de nous pour qu'ils continuent à investir dans notre collaboration. Et donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup. On continue avec le sondage. Puis, pour commencer, juste en attendant qu'on finisse ça, j'aimerais que toutes les 2, vous nous parliez un peu du bilan carbone. Je suis au courant que vous travaillez là-dessus, mais les autres peut-être ne sont pas au courant. Et jusqu'à quel point est-ce que souvent on se dit qu'il faut commencer par ça, mais en même temps, ce n'est pas essentiel. Maya, tu te dis que tu travailles depuis 15 ans et puis le bilan carbone, c'est maintenant que ça commence à se faire. Alors, si je pourrais peut-être vous inviter un peu de parler un peu de ce fameux bilan carbone. Comment ça va? Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous attendiez de résultats de ce bilan-là? Ben oui, certainement. Moi, c'était un incontournable, en fait, dans mon plan d'aller de l'avant avec le bilan carbone, en fait, parce que c'est important pour moi d'avoir des chiffres, en fait, des objectifs quantitatifs, de connaître c'est quoi les sources d'émissions de gaz à effet de serre principales du collège. Bon, on sait qu'on a une idée, là, on sait que ça va être le transport de la communauté, on sait les grandes lignes, mais en fait, c'est intéressant de les documenter réellement, puis d'y apporter un sérieux qui doit être présent là, en matière d'environnement. Ça, pour moi, c'est super important. Puis de cibler quand même certaines choses, parce que quand on creuse les questions pour aller chercher nos données, là, puis les rentrer, nous, de notre côté, on travaille avec Ecometrica. Donc, je fais tout un suivi de la facturation pour entrer ça sur une plateforme là, qui me sort toutes les données que j'ai besoin. Bien, on voit les choses évoluer d'année en année pour en raison de certaines situations. Donc, ça permet vraiment d'aller loin dans l'analyse, puis évidemment d'en faire ressortir des tendances, des lignes directrices, puis de faire des recommandations pour s'attaquer à certaines choses de manière plus ciblée, plus précise. Fait que moi, je le vois vraiment comme un outil pour connaître, documenter, puis orienter l'action ensuite. Puis, en tout cas, pour moi, le bilan carbone vient recouper une majorité des aspects de gestion environnementale qui se retrouvent dans mon plan d'action de manière plus large. Donc, il y a la gestion des matières résiduelles va se retrouver là, la question du transport de la communauté, de l'impact causé par les activités à l'international, évidemment au niveau de l'énergie, des bâtiments et tout ça. Donc, ça me permet d'aller chercher l'information pour un paquet de choses qui se retrouvent ailleurs dans mon plan d'action. Merci beaucoup, François. Maya? À Édouard, on a été ralenti un peu par la pandémie. Puis je vois qu'il y a une question là, dans le chat là, concernant justement les impacts. Et ça, c'en est un. On était très enthousiastes à commencer notre démarche pour
notre bilan carbone. Et là, je suis heureuse de dire qu'on l'a commencé. Là. Cette session, on a trouvé les bonnes personnes. En fait, on était un peu dans le jeu de la patate chaude. On essayait de trouver les bonnes personnes. Moi, je leur disais que je voulais m'impliquer, mais que je ne pouvais pas porter toute seule le dossier parce que ça demande accès à certaines informations qui ne sont pas mon quotidien. Et là, on a donc débuté notre démarche. Comme François, l'idée, c'est d'avoir un portrait, d'être capable de cibler, se donner des objectifs et sans vouloir vanter Ecometrica parce que ça peut se faire de bien des façons. Un bilan carbone, certains cégeps même peuvent le faire maison avec un professionnel en environnement. Il y a plusieurs possibilités. Ce que j'aimais avec la plateforme d'Ecometrica, c'était aussi l'aspect, pour compléter ce que disait François, c'est qu'il y a un aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut voir en temps réel nos quantités, nos émissions par année. Donc, on crée des graphiques et j'ai besoin, moi, de ces graphiques-là pour motiver ma communauté à bouger, que ce soit le fameux comité de direction ou même un comité étudiant. Si j'ai des belles images, des statistiques, des graphiques, puis que je suis capable de cibler là où le bas blesse, je suis capable de les motiver et de les entraîner à changer leur comportement parce que ça ne se passe pas dans les bureaux, là. Ça va se passer vraiment partout, dans les corridors, avec la gestion des matières résiduelles. Il y a toutes sortes d'actions qui doivent être posées pour réaliser la carboneutralité. Ce que je ne vise pas vraiment, moi, à Edouard, je suis vraiment dans la réduction de mon empreinte carbone parce que je me pose toujours la question, est-ce qu'on peut être réellement zéro déchet et zéro émission? Ça sera une prochaine fois, il faudra nous réinviter. Voilà, on pourrait en parler de ça. Alors, puis juste pour passer aux prochaines questions, mais pour dire aux participants que nous allons avoir en mars, avril et mai, on va avoir 3 ateliers de suite sur les bilans carbone. Alors, si ça vous intéresse, on va justement inviter à Ecometrica pour un de ces ateliers-là. Puis après, on regarderait justement des établissements qui l'ont fait eux-mêmes avec des ressources internes. Et puis, on va aussi regarder d'autres outils qui sont gratuits qu'on peut utiliser. Donc, on aura des exemples de chacune de ces approches-là. Et puis, finalement, dans un atelier au mois de juin, on parlera de comment on peut compenser, parce qu'effectivement, il n'y aura jamais une situation où on a zéro émission. Ça, c'est clair. Mais la carboneutralité, ça veut dire aussi que après qu'on a réduit au maximum possible, le reste, on va compenser avec diverses choses. Entre autres, on va parler de comment le faire avec les arbres, avec planter des arbres, si vous voulez, pour compenser un peu. Donc, super réponse. Merci. Est-ce que je pourrais peut-être, François, tu as vu les questions, peut-être tu pourrais y aller à répondre à une ou l'autre des questions que tu vois là. Oui, certainement. Je voudrais juste 30 secondes pour la question de Evan Lemieux. En fait, tu sais, la quantification, là, GES, là, c'est quand même ardu, ça demande du temps. Moi, je dois éplucher un paquet de factures, de documents là, dans nos systèmes là, de facturation. C'est long et compliqué de se retrouver là-dedans la première année. Mais ensuite, ça va bien parce que tu sais où chercher, tu as documenté ta procédure, puis ça va assez bien. Ce que ça permet, parce que Maillard a glissé le mot, l'aspect éducatif, moi, c'est trop bon, je n'avais pas le choix de prendre un peu de temps pour ça. Là. En fait, c'est que ça permet d'ouvrir des portes. Parce que, innocent comme je suis, je ne comprends pas toujours ce que je retrouve dans la facturation. Donc, je dois appeler mes collègues, leur poser des questions, puis ça permet d'ouvrir des opportunités super intéressantes. Par exemple, avec notre bureau là, des projets internationaux, où je leur ai demandé d'aller me chercher toute l'information sur leur voyage de 2019-2020, parce qu'en 2021, c'était super facile, il n'y avait rien à cause de la pandémie. En fait, ils se sont vraiment demandé pourquoi j'avais besoin de ça. On est allé se rencontrer et on dit « Ah, c'est donc bien cool, comment est-ce qu'on peut contribuer? » Puis on est en train de mettre en place une réflexion pour intégrer certaines considérations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces projets-là, mais aussi faire de l'éducation aux étudiants et aux étudiantes qui partent dans ces projets-là, pour qu'ils prennent conscience de l'impact de leur projet. Donc, ça permet vraiment de faire des choses super intéressantes.
Puis, Puis moi, François, si tu me permets ouais. juste de rajouter à ton point excellent, nous aussi à SICAN, on fait affaire à Ecometrica et justement, on est aussi en train, on a complété notre première année de base et puis, même chose, assez compliqué, puis ça prend beaucoup de temps. Ça nous a pris beaucoup de temps de trouver une personne pour le faire parce qu'on n'avait pas non plus la capacité interne. Mais justement, au niveau de l'éducation et l'impact que ça va avoir. Donc, la première année, c'est bien compliqué de passer à travers les factures, mais là, on va créer une façon d'aller chercher ces infos-là, ces renseignements-là au fur et à mesure que les voyages se passent. Et on va passer cette demande aux gens qui font le voyage. C'est-à-dire, on va leur dire, parce ils doivent demander permission de voyager. Donc, on a un processus pour dire, bon, voilà le voyage qu'on voudrait faire, soit au Canada ou à l'extérieur. Et on va leur forcer, effectivement, de remplir le document qui va leur dire eux-mêmes l'impact de leur voyage sur les GES. Donc, d'abord, ça va nous aider parce que à la fin de chaque mois, on va recevoir le bilan, puis ce ne serait pas à nous de tout rentrer ces données-là à la fin de chaque année. Mais plus important, c'est que la personne qui veut prendre ce voyage-là verra immédiatement, même avant qu'ils ont la permission de voyager, l'impact de leur voyage. Et on espère que ça va leur causer de s'arrêter un moment là, puis se dire, ben, wow! C'est-tu essentiel, ce beau voyage-là que je veux faire? Est-ce qu'il y a une autre façon? Peut-être que chaque deuxième voyage se ferait sur Zoom, ou bien, en tout cas. Donc, je soutiens beaucoup ce que François et Maya disent, que c'est pas juste quantifié, mais c'est vraiment le niveau de sensibilisation et changement de comportement qu'on veut amener. Donc, vas-y François, peut-être, ou bien peut-être parce qu'on commence à manquer peut-être un peu de temps, si peut-être je pourrais demander à Maya s'il y a une des questions là, que tu voudrais peut-être toucher là, sur une des questions qui n'a pas été encore abordée. Oui, ben, je vais prendre la première là, qui m'apparaît, qui est l'impact multiple des vagues pandémiques sur la réalisation de nos objectifs de développement durable. Je dirais que celle qui m'a fait le plus mal, c'est la dissolution des membres du comité vert étudiant. Puis ça fait faire un peu du pouce sur la question de Michel Bélanger du Cégep de Sherbrooke. Je te salue, Michel. Il y a eu comme il y a eu en mars 2020 le début de la pandémie et ça donnait que j'avais des étudiants sur le comité vert qui s'appelle Espace à Édouard, qui étaient à la fin de leur parcours. C'était des étudiants qui étaient très motivés, qui avaient vécu la grande vague avec la marche pour le climat à l'automne 2019. Là, on est rendu en mars 2020, des étudiants qui ont quitté pour l'université et on essaie de repartir le comité vert étudiant. Ça, je trouve que ça a été vraiment très dommage là, qu'on a perdu un momentum qui était très, très fort puis qui était très ressenti. Ils étaient contestataires, ils étaient volontaires, ils avaient le goût de bouger, ils avaient des demandes et justement, ils demandaient en comité qu'on leur présente le plan d'action pour qu'ils deviennent complémentaires dans leurs actions, qu'ils ne disaient plus terrain. Là. Ensuite de ça, il y a des fonds aussi qui ont été investis, par exemple, des fonds qui étaient dédiés au stationnement qui devaient devenir des fonds verts. Alors, on a vidé les comptes, par exemple, pour acheter des masques. On a tous été victimes, là, on a vu apparaître des masques un peu partout avec l'impossibilité, du moins à Édouard, de porter un masque réutilisable. Vous comprenez? Donc, oui, il y a eu des effets là, dans la réalisation. Je le disais tout à l'heure, ça ralentit le début du projet bilan carbone à Édouard. Ça a distancé aussi un peu les rencontres du comité vert qu'on faisait bien sûr en virtuel. Donc, il y a eu plusieurs impacts. Puis je dirais que je vous ai parlé là, du comité vert étudiant, mais je pourrais aussi terminer en nommant l'impact que ça a eu d'être en mode virtuel et d'accueillir de nouveaux étudiants qui nous arrivaient du secondaire, qui n'avaient jamais mis les pieds à Édouard. L'impact, je dirais même, osons dire désastreux sur le système de gestion des matières résiduelles que j'ai mis beaucoup d'heures à bâtir. On retrouve là, c'est vraiment des contaminations, que ce soit la poubelle de recyclage, la poubelle ou la poubelle de compost. On a énormément à faire. Il faut presque revenir en arrière pour remettre à niveau là, cette gestion environnementale là, de corridors. Là. Donc, beaucoup d'impacts
négatif. Il y en a eu aussi du positif, là, probablement, là, mais ça a eu une incidence inévitable. Merci Maya, c'est super. Et puis, je suis très, très contente de voir toutes les questions et les commentaires. J'ai mis le lien vers nos prochains ateliers pour poursuivre la conversation. On vous invite vraiment à participer avec nous. Le lien vous amène tout de suite à l'inscription à tous les ateliers que vous voyez sur l'écran. Dans le lien, dans le chat, vous pourriez aller vous inscrire tout de suite et on vous invite aussi à partager ça avec d'autres parce qu'on espère que si vous amenez peut-être le décideur qui peut-être va influencer la possibilité d'aller de l'avant, par exemple, avec un bilan carbone, bien, invitez-le à venir rencontrer Ecometrica, par exemple, ou bien voir comment ça se fait si vous le faites seul. Et donc, c'est ça. Donc, on vous invite à participer avec nous là-dessus. J'aimerais aussi voir la diapo sur nos médias sociaux, s'il te plaît, Andrea, merci. Et donc, dans le cadre du projet, on va lancer une campagne de sensibilisation à l'automne. Et cette campagne-là vise vos établissements, vos campus, vos étudiants, vos cadres. Et donc, on a besoin de vous pour nous assurer qu'on va rejoindre les bonnes personnes. Et donc, on essaye avec ces 4 plateformes-là de bien suivre. C'est sûr que c'est facile de suivre le compte principal de votre établissement, mais ça, c'est pas assez. C'est pas là où on va aller trouver vraiment les gens. Alors, si vous pouvez nous aider en nous donnant des suggestions par rapport à comment, par exemple, pouvoir influencer le personnel ou bien les étudiants avec une augmentation de leur sensibilisation pour justement vous aider à pousser plus de l'avant avec vos plans d'action climatique, avec les investissements que vous avez besoin, avec le besoin d'avoir plus de personnel à vous soutenir dans vos démarches. Donc là, cette campagne-là, ça s'en vient pour vous soutenir et c'est quelque chose que nous, on va faire. On a juste besoin que vous nous ouvriez certaines portes pour y arriver. Donc, si vous pouvez nous suivre vous-même, ça peut bien sûr aider parce que certainement, si vous êtes sur une de ces plateformes-là, vous avez d'autres qui vous suivent aussi et on peut aussi en vous suivant, on peut aussi amplifier ce que vous faites et vice-versa. Donc, prochaine et je crois dernière diapo. On a déjà parlé des séminaires qui s'en viennent. Donc, j'aimerais juste, parce qu'on a quand même une petite minute, j'aimerais vous poser une question qui est venue hier dans l'atelier en anglais. Ça touche vraiment sur ce que vous avez dit par rapport, Maya, au comité vert, aux divers comités, les petits bébés du premier comité, là, et tout ça à gérer. Ce que je me demande, là, est-ce que vous avez une façon systématique de créer des champions ou des ambassadeurs, des ambassadrices, soit au niveau des étudiants ou bien parmi vos collègues ou à la direction? Et est-ce que c'est une priorité? Parce que comme vous êtes plus ou moins seul à faire votre travail, j'imagine que ça aide d'avoir des champions un peu partout. Donc, si vous pouvez chacun peut-être, dans peut-être 45 secondes, juste me parler un peu de ça. François. Bien, ça va faire une belle conclusion. En fait, moi, je travaille dans un cégep, donc c'est clair que pour moi, la priorité, c'est les étudiants et les étudiantes. Ça, c'est sûr et certain. La seconde qu'il y en a un ou une qui entre dans mon bureau, j'arrête ce que je suis en train de faire et je discute avec. Des fois, ça ne va pas bien. Des fois, il faut juste parler avec. Puis ça n'a pas rapport avec mon plan de lutte au changement climatique. Ça a juste rapport au fait que la base de tout ce qu'on fait, c'est pour ces personnes-là. Fait que ça, moi, c'est quelque chose qui est non négociable. Puis pour, en fait, former comme des leaders là, positifs là, qui apportent les autres, moi, je travaille beaucoup avec l'association étudiante. Là. Donc, il y a un comité environnemental, mais il y a aussi l'association étudiante là, de manière très large. Souvent, les étudiants et les étudiantes qui ont la mentalité plus politique, mettons, souvent vont se diriger là. Parfois, elles commencent dans le comité environnemental, puis là, ils voient qu'avec l'association étudiante, il y a quelque chose d'un peu plus gros qui peut se faire là. Les deux vont travailler ensemble, donc souvent, on les dirige, puis on continue de collaborer avec eux. Mais tu sais, il n'y a pas de clé, ça dépend de clé de succès. Je veux dire, moi, je dirais ça dépend des personnalités, puis on les voit, puis en tissant des liens de confiance, finalement, ils trouvent à s'intéresser à ce qu'on fait, à l'importance de le faire, puis ils décident finalement d'aller systématiquement plus loin. Donc, on arrive à en faire des leaders d'influence positifs, mais
c'est ça. C'est une approche aussi très personnelle, puis Oui, plus fort que tu. informel, oui, Ouais, ouais. exactement. Maya, est-ce que tu pourrais nous partager quelques derniers mots, là? Ben oui, moi, je me suis découvert le PIF pour le leadership parce que j'ai vu ça beaucoup de la part des étudiants et des étudiantes, puis une façon qu'on peut valoriser leur engagement, leur engouement aussi, ben, c'est qu'ils s'inscrivent pour recevoir la médaille du gouverneur général, ce que j'ai pu, en fait, j'ai participé à la remise de 3 médailles du gouverneur général pour les efforts faits en environnement. Donc ça, c'est vraiment des moments fabuleux et c'est vrai que ce sont vraiment les meilleures personnes pour être des ambassadeurs parce que, puis je dirais aussi même le corps professoral aussi peuvent être des bons ambassadeurs. Je dirais qu'au niveau de la direction générale, on écoute beaucoup les étudiants et puis on écoute aussi beaucoup les enseignants. Donc, faut être stratégique et ratoureux, mais user de leur leadership. Et je pense que c'est un atout. Ah, bien, super. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on aura peut-être besoin d'un autre atelier, une autre discussion là-dessus. Je remercie beaucoup François et Maya d'avoir passé cette heure avec nous et à vous toutes et tous qui sont avec nous en ligne de plusieurs cégeps à travers le Québec et les autres qui ne se sont pas pu se rejoindre à nous vont recevoir l'enregistrement. Vous aussi, vous allez le recevoir pour le partager avec vos collègues et même vos étudiants. Donc, on vous attend en ligne à la prochaine rencontre. Je sais que certaines d'entre vous ont des rencontres avec moi cette semaine ou la semaine prochaine et François et Maya, vous siégez sur d'autres comités aussi de SCAN. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et une bonne poursuite de vos travaux super importants sur cette question de lutte au changement climatique. Au revoir tout le monde.